It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. Bah, c'est bien, déjà bravo d'être venu. Non, je dis ça parce que ce film est un chef-d'œuvre. Vous l'avez déjà vu? Non? Qui l'a déjà vu parmi vous? Ah. Et donc ce film est un chef-d'œuvre qu'on a du mal à voir en salle. Donc c'est bien d'en profiter, en plus dans des conditions quand même comme ça. Donc voilà. Alors l'idée du cycle, on en avait un peu parlé la fois d'avant, c'était aussi de pouvoir à chaque fois projeter un film qui à la fois donc illustre, on pourrait dire, l'évolution du genre pendant la période, les années 70, l'évolution ou en tout cas la carrière d'un cinéaste important, et puis le film lui-même. Et là, John McCabe, évidemment, c'est un film qui est à la fois un western, donc ça nous permet de parler un peu du western dans les années 70, qu'est-ce qui est arrivé à ce genre-là. C'est un film d'un cinéaste qui a tourné plus de 40 films immenses, qui s'appelle Robert Altman. Il a fait plutôt le début de sa carrière. Et puis en plus, c'est un film absolument, je trouve, absolument formidable. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, évidemment. Alors, John McCabe, c'est un film qui est réalisé donc, en 70 et qui sort en 71. C'est important parce qu'à l'époque, Robert Altman n'est pas un cinéaste connu. Il a commencé, il fait partie de cette génération. Il est né à la fin des années 20, Robert Altman. C'est-à-dire qu'au moment où le nouvel Hollywood débute, en 67, il a déjà une carrière relativement importante, mais de cinéaste de télévision. C'est-à-dire qu'il a tourné pour des séries télévisées, il a fait voilà, des épisodes, des pilotes. Il vient, si vous voulez, son école à Robert Altman, c'est la télévision. Et il va commencer à faire des petits films, un peu de commande à la fin des années 60 ou au milieu, alors James Dean Story, The Delinquents, des films qui ne sont pas très très connus. Et puis il va y avoir le film qui va le mettre sur orbite, parce qu'on peut rester très très longtemps comme ça à faire des films un peu dans l'ombre, à être une sorte de faiseur, ou à rêver de faire des films un peu personnels et d'auteur, ne jamais y arriver, ce qui n'est pas le cas de Robert Altman. En 70, il va réaliser un film qui s'appelle MASH. Et MASH est évidemment le film qui va lancer la carrière de Robert Altman. Je pense que vous avez tous vu MASH, cette espèce de comédie pastiche en même temps très grave autour de la guerre de Corée avec Elliot Gould, Donald Sutherland, qui se d'ailleurs parmi les acteurs fétiches notamment de Robert Altman. Robert Altman est quelqu'un qui a toujours adoré travailler à l'intérieur avec une famille. Il y a beaucoup de cinéastes comme ça, mais lui particulièrement, c'est quelqu'un qui avait un grand sens du collectif, et on le voit même dans ses films, puisque dans ses films, c'est quelqu'un qui n'aimait pas mettre forcément, on pourrait dire, en évidence un individu plutôt qu'un autre. D'où la fameuse forme de Robert Altman qu'on a appelée la forme chorale, et qui va surtout naître un peu à partir de MASH, mais à partir de Nashville en 75. Il est devenu un peu... C'est-à-dire que quand aujourd'hui on voit des films de Paul Thomas Anderson, Magnolia, tous ces films où plein de personnages s'entrecroisent, si vous voulez, plein d'histoires s'entrecroisent, l'homme qui a l'origine de ça, l'homme qui a inventé ça, c'est Robert Altman, et qui s'est beaucoup servi de cette forme chorale dans beaucoup de ses films. Bon. Et Robert Altman aimait donc travailler en famille, avec souvent des techniciens, des acteurs qu'on retrouve de film en film. Alors Elliot Gould, Donald Sutherland, Shelley Duvall, c'est Robert Altman qui va découvrir Shelley Duvall. Enfin, même si aujourd'hui, parfois on connaît plus Shelley Duvall pour son rôle de mère terrorisée dans Shining de Kubrick, mais c'est quand même, elle a joué d'abord, bien avant et souvent chez Robert Altman, Trois femmes, Popeye, vous avez peut-être vu cette espèce de drôle de film qu'est Popeye, qu'on a beaucoup de mal à trouver aujourd'hui. Et là, vous allez voir, elle a un petit rôle dans John McCabe, et c'est la première fois qu'elle apparaît dans un film de Robert Altman. Donc il y a toute cette famille évidemment. Alors vous allez voir, c'est ce que disait Jean-Paul sur la qualité de la copie, c'est que c'est une copie qui est très très belle, mais à l'époque la photographie elle est signée par un grand chef opérateur, je vous dis ça, c'est très important. Il s'appelle Vilmos Zsigmond. C'est l'homme qui a fait éclairer beaucoup de films, et en l'occurrence Voyage au bout de l'enfer, qui sera le dernier film du cycle, et La Porte du Paradis. C'est très intéressant parce que quand on voit John McCabe 10 ans avant La Porte du Paradis, on a un sentiment de presque voir le même type d'éclairage, de décor, de couleurs. C'est très très impressionnant. Vous allez voir la façon dont il travaillait. Et ce que voulait Robert Altman, c'est avoir en fait un film qui soit très sous-exposé. Ce qui fait que vous allez le voir, l'image n'est pas floue, jamais. L'image n'est pas non plus terne. Simplement, Robert Altman tenait à ce qu'on ait une sorte d'impression un peu si vous voulez, d'indistinction dans les plans, ce qui fait qu'il y a des moments, il y a beaucoup de scènes d'intérieur autour des ocres, des jaunes, etc. On n'est pas du tout dans des lumières tranchées, vraiment le noir contre le blanc, pleine lumière contre l'obscurité, pas du tout. On a une sorte de sfumato un peu absolument permanent, et ça Robert Altman le voulait.
Il y a même des séquences qu'il a tournées avec une sorte de grillage devant la caméra pour donner une impression un peu floutée comme ça, qui est vraiment très très belle. Et donc je dis ça parce que ne soyez pas étonnés, et le son c'est pareil. Hein. Le son, vous allez voir, Robert Altman tenait beaucoup, ça c'est devenu une de ses marques de fabrique. Au cinéma, il y a une convention qui est que par exemple, si vous parlez tous en ce moment dans la salle, si je tourne un film et j'ai envie d'entendre plutôt ce que vous vous dites ou ce que vous vous dites, les autres vont juste bouger leurs lèvres de manière à ce qu'on puisse bien entendre la personne qui parle. Et donc on a la perche qui est mise sur cette personne-là. Bon, Robert Altman aimait pas ça. Lui, il voulait avoir un sentiment de réalité. Il disait, moi quand je rentre dans un café, dans un restaurant, dans une salle de concert, peu importe, quand les gens parlent, c'est un brouhaha absolu et il faut que je tende l'oreille pour entendre ce que certaines personnes disent. Et donc ces films, il les a sonorisés comme ça. Ce qui fait que vous allez voir, par moment, il faut vraiment tendre l'oreille. Alors, il fera bien pire que ça. Hein. Mais il faut vraiment tendre l'oreille pour entendre ce qui se dit. Hein. J'y reviendrai, mais pour lui c'était important cette idée du démocratisme de la parole et que le figurant, le second rôle, le premier rôle, quand ils se mettent à parler dans la pièce, ils parlent tous normalement, ce qui fait qu'évidemment quand on prend le son, on a du mal parfois à entendre ce qui se passe. Et d'ailleurs lorsque les cadres de la Warner qui produit le film vont le découvrir, ils vont trouver ça atroce. Ils vont dire on n'entend rien et on voit rien. Ça va être en gros leur remarque en voyant John McCabe. On n'entend rien parce qu'on passe son temps à tendre l'oreille pour essayer de comprendre ce qui se raconte, et on voit rien parce que pour eux la photographie était beaucoup trop sous-exposée. Donc c'est intéressant, la réaction, c'est que Robert Altman, au début on pensait que c'est quelqu'un qui ne savait pas filmer, hein, qui avait des problèmes techniques, alors qu'au contraire c'était tout à fait volontaire, et c'est un immense metteur en scène. Vous allez voir John McCabe, c'est quand même de la mise en scène de haut vol, quoi. Bon. Alors je terminerai en disant, parce qu'on en reparlera évidemment après, c'est que lorsque Robert Altman va tourner John McCabe, MASH, le film qui va évidemment avoir du succès, n'est pas encore sorti. Donc le nom de Robert Altman, c'est rien du tout. Mais il se trouve que le film est adapté d'un roman, hein, que l'agent de Robert Altman va un jour lire dans un avion, va le trouver formidable, et quand il arrive à Los Angeles, un avion qui fait Paris-Los Angeles, va appeler Warren Beatty, qui à l'époque déjà une superstar, Warren Beatty, hein, à la différence de Robert Altman. Warren Beatty, il a tourné chez Arthur Penn et puis évidemment Bonnie and Clyde. C'est une des grandes stars du cinéma américain évidemment de l'époque, et c'est notamment évidemment sur le nom de Warren Beatty et de Julie Christie, parce que c'est Warren Beatty qui amène Julie Christie, qui est sa petite copine à l'époque, hein, pour jouer dans le film le rôle de Mrs. Miller, parce que le titre original c'est McCabe and Mrs. Miller. En France c'est devenu juste John McCabe, mais le titre original n'est pas celui-là. Et donc c'est Warren Beatty et Julie Christie qui vont jouer le couple, hein, principal, et puis toute cette bande d'acteurs qu'on découvrira ensuite chez Robert Altman, Shelley Duvall, Kit Carradine, hein, qui a un rôle, vous allez voir, absolument extraordinaire. Alors ce qui est très important, mais je vous en parlerai après, et pour finir là-dessus, c'est que évidemment Robert Altman, il y a beaucoup de choses qui caractérisent son œuvre, mais notamment son travail sur les genres. C'est quelqu'un qui a toujours pris en fait des genres en particulier pour en produire soit la critique, soit la synthèse, on verra ce qu'il en fait. Et donc il a fait par exemple, il fera juste après Le Privé, qui est une sorte de relecture du film, si vous voulez, de détective à la Raymond Chandler, si vous voulez. Il va faire Nous sommes tous des voleurs, qui est une espèce de relecture du film noir type Les Amants de la nuit. Il va faire Nashville, qui est une relecture de la soi-disant comédie musicale. Il va faire Quintet, une sorte de relecture du film d'anticipation. Et c'est que Robert Altman a toujours travaillé à l'intérieur des genres pour justement tenter de dévoiler leur part cachée. Voilà. Pour lui, le genre, c'est l'Amérique. Et comme le grand sujet de Robert Altman, c'est évidemment la question de l'Amérique et des mythologies américaines. Quand on s'intéresse aux mythologies américaines, on s'intéresse au genre. Et évidemment, quand il fait John McCabe en 70, qui sort donc en 71, il s'attaque au western, qui est, comme disait André Bazin, le cinéma américain par excellence. Hein. Et je pense que c'est sans doute, vous allez voir, à la fois un des films les plus émouvants de Robert Altman, ce qui n'est pas forcément le qualificatif qu'on utilise quand on parle de ces films. On dit souvent que ce sont des films qui sont brillants, intelligents, malins, roublards, mais pas forcément émouvants. Là, ce qui n'est pas le cas de John McCabe. Et c'est sans doute un des films les plus intelligents, hein, produits sur la mythologie de l'Ouest. Le film se passe en 1902. La date est très importante puisque c'est le moment où, grosso modo, c'est le moment où d'ailleurs où La Porte du Paradis se termine, c'est le moment où Une fois dans l'Ouest de Sergio Leone commence, c'est le moment où la frontière c'est fini et la locomotive, la civilisation commence, hein, on pourrait dire, à industrialiser l'Ouest. C'est à ce moment très précis que se passe John McCabe et c'est très important évidemment par rapport à ce que raconte le film. Vous allez voir la façon dont Robert Altman attaque, ou en tout cas s'empare de la mythologie de l'Ouest et de l'émergence à l'époque du capitalisme industriel américain. C'est ça le vrai sujet évidemment du film. Et puis dernière chose, l'idée du film lui est venue évidemment
à cause grâce au roman qu'il a quand même beaucoup modifié. Et ce qui lui a donné envie de faire le film, c'est le premier album de Leonard Cohen. Hein, c'est en écoutant le premier album de Leonard Cohen, qui à l'époque n'était évidemment pas très très connu, qu'il a eu envie, il avait saisi l'humeur, il voulait se servir de ses chansons pour faire le film. Et d'ailleurs, chose bizarre à l'époque, il n'y a pas du tout de compositeur de musique de film dans John McCabe. Ce sont certaines des chansons du premier album de Leonard Cohen qui rythment un peu, parfois comme des chœurs, qui commentent l'action, le film. Et vous avez la séquence d'ouverture et évidemment une séquence extrêmement célèbre avec une chanson que vous allez découvrir de Leonard Cohen. Voilà, donc on se retrouve juste après. Bonne projection. Ça vous a plu? Non, vous non. Moyen, c'est vrai? Et vous? Moyen aussi? Voilà. Il y a d'autres moyens? Ça vous a beaucoup plu? Ouais. Alors, peut-être que je vais vous raconter très rapidement avant qu'on attaque presque le film lui-même. À quel moment de l'histoire du western en fait ce film se situe, parce que c'est ça qui est, c'est pas beaucoup de choses très intéressantes dans le film, mais en particulier le moment où Altman décide de faire ce western là. Il en fera deux d'ailleurs des westerns. Il y a celui-là, John McCabe, et puis 7 ans plus tard Buffalo Bill et les Indiens. Je sais pas si c'est un film que vous avez vu avec Paul Newman. Un film formidable, mais qui est beaucoup plus critique, beaucoup plus acerbe, plus ironique que celui-là, qui est quand même celui-là un film assez élégiaque, quoi. Hein. Il faut se rappeler que en fait, le nouvel Hollywood a été une espèce de décennie, enfin une longue décennie, ça a duré presque un peu plus de 13 ans, en fait, qui a constitué en une espèce de presque de relecture critique, si vous voulez, du cinéma américain. Le western, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le genre américain, évidemment, par excellence, si vous voulez. Et ce qui se passe, c'est que quand on refait très rapidement l'historique du western, on se dit qu'il y en a eu évidemment à l'époque du muet, dans les années 30-40, c'est le moment qu'on appelle classique du western américain, avec des cinéastes comme Howard Hawks, John Ford, etc., qui l'incarnent véritablement. Mais le western, c'est la geste américaine, ça raconte la construction de la nation, l'édification de la nation, mais aussi de la mythologie, évidemment, de l'Ouest, que raconte terriblement John McCabe. Et puis ensuite, il y a eu, dans les années 50, une crise du genre. Il y a eu beaucoup moins de westerns qui ont été produits, pour plein de raisons, et notamment parce que la télévision arrivait dans les foyers américains et diffusait beaucoup de westerns, notamment en noir et blanc. Ce qui fait que les gens avaient moins le désir, il y avait plusieurs raisons, mais notamment celle-là, d'aller voir des westerns en salle parce que beaucoup étaient diffusés à la télévision. Et donc dans les années 50, c'est le moment, si vous voulez, où le western en fait entre en crise. Alors il y a des cinéastes comme John Ford qui lui tourne depuis en gros la fin des années 10, début des années 20 jusqu'au milieu des années 60, qui a suivi, quand on voit sa filmographie, toutes les évolutions du western, c'est assez passionnant d'ailleurs. Et on se dit que voilà, dans les années 50, il fait notamment un film qui aura beaucoup d'importance pour les cinéastes du Nouvel Hollywood, qui s'appelle La prisonnière du désert, The Searchers, un film avec John Wayne, très important et formidable, qui montre déjà que le western commence un peu à douter de lui-même, de ses héros, des gens un peu moins pleins, un peu moins héroïques, évidemment, que c'est l'image qu'ils avaient à l'époque du classique. Et donc dans les années 50, si vous voulez, c'est la crise du western. Et tout simplement pour plusieurs raisons. La crise, elle s'incarne de différentes façons. D'abord, il y a cette idée finalement que le western, ça raconte l'histoire de la conquête. Hein, c'est évidemment le recul de la frontière. Comment est-ce qu'on passe tous ces immigrants arrivant sur la côte est des États-Unis vont tenter d'arriver à la côte ouest. Et le western raconte cette histoire-là. Comment est-ce qu'on prend possession des territoires vierges, comment est-ce qu'on les civilise et bientôt comment on les industrialise, ce qui est le cas de l'époque de John McCabe. Et évidemment, dans les années 50, cette histoire-là, elle est bouclée. Hein. Je veux dire, il n'y a plus d'espace vierge aux États-Unis, ça fait évidemment très très longtemps. Et en fait, la question de l'espace qui était centrale dans le western disparaît. Maintenant, on commence à avoir ce qu'on appelle des westerns en chambre. Type, par exemple, vous regardez un film comme Rio Bravo, ou les westerns d'Anthony Mann, par exemple. C'est de plus en plus des westerns en chambre, avec beaucoup de scènes d'intérieur, alors qu'auparavant, c'était plutôt, évidemment, de grandes épopées, où l'idée d'un personnage qui embrassait l'espace
espace vierge pour tenter de l'apprivoiser, etc. Ce qui n'est plus le cas du tout dans les années 50. Et puis, il va y avoir cette génération de Nouvelle Hollywood qui va commencer à faire à ce moment-là ses premiers films. Il y a notamment un cinéaste qui s'appelle Arthur Penn, j'en parle parce que j'y reviendrai, qui a fait Le Gaucher, un film en 58 avec Paul Newman, qui a raconté l'histoire de Billy the Kid de Jesse James, quoi, qui est un peu une histoire qui a été racontée 1000 fois par le western. Et on a la coutume de dire qu'avec Le Gaucher, si vous voulez, Arthur Penn introduit la psychanalyse dans l'Ouest. Le principe du héros, du cow-boy, du héros de l'Ouest, c'est qu'il ne réfléchit pas sur lui-même. Hein. C'est-à-dire qu'il est ce qu'il fait. C'est la grande force du cinéma américain, c'est que plutôt qu'une parole, il y a un acte. Hein, voilà, c'est l'idée, je suis ce que je fais. À partir de la fin des années 50, quand le western commence à entrer en crise, il commence à s'interroger sur ses motivations. Et pourquoi je fais ça, quelles raisons, etc. Et la névrose, si vous voulez, commence à arriver à ce moment-là dans le western américain. Et dans les années 60, c'est plus que la crise, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de western, évidemment classique, c'est fini, mais importants qui sont faits, hormis quelques grands films, là, pour le coup, crépusculaires, type L'homme qui tue à Liberty Valance de John Ford, hein, qui raconte combien... Vous avez peut-être vu L'homme qui tue à Liberty Valance, hein, film qui raconte justement via le couple James Stewart, John Wayne, Lee Marvin, cette espèce de trio-là, comment finalement la mythologie, c'est le fameux film qui contient cette phrase « Si la légende est plus belle que la vérité, imprimez la légende hein, », ce qui est toute l'histoire évidemment du cinéma américain à l'égard du western. Et quand les cinéastes de Hollywood vont prendre hein, en main les rênes, à la fin des années 60, un des premiers genres qui vont attaquer, de façon critique en disant voilà la vraie version du western, ce qui s'est vraiment passé, et en l'occurrence la question du massacre des Indiens qui avait été beaucoup occulté par les westerns dits classiques. Quand ils vont prendre en main cette histoire-là, on va avoir des films comme Little Big Man par exemple, Little Big Man qui est un des premiers d'ailleurs, on pourrait dire western critique. À l'époque on a appelé ça les westerns anti-col bleu, les cols bleus faisant référence à la cavalerie, c'est-à-dire qu'en fait on racontait l'histoire des États-Unis, on la refaisait, si ce n'est qu'on la faisait plus du point de vue, on pourrait dire, des colons. On la faisait plus du point de vue de l'homme blanc arrivant sur le territoire de l'Indien et du natif, mais on faisait cette histoire-là du point de vue des minorités indiennes. Little Big Man est un film évidemment là-dessus. Et Little Big Man, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que s'il y a un rapport entre John McCabe et d'autres westerns de la période, c'est sans doute avec celui-là. Hein. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de cinéastes qui vont, dans les années 60, suite à ce qui se passe avec Sergio Leone en Italie, qui vont faire des westerns aux États-Unis. Et notamment, il y en a un qui est très très connu qui s'appelle Sam Peckinpah. On passe un film de lui hein, dans 2 mois, c'est ça, Alfredo Garcia. Et Sam Peckinpah, lorsqu'il réalise La Horde sauvage en 69, c'est vraiment, là pour le coup, c'est une révolution absolue. C'est aussi bien du point de vue de la mise en scène que de la violence exposée, un film absolument terrible. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, oui, mais alors finalement, quel est le rapport entre John McCabe et par exemple La Horde sauvage ou les films de Leone? En fait, il n'y en a pas. C'est que John McCabe et Robert Altman, ils s'inscrivent dans une démarche qui est plus celle d'Arthur Penn que celle de Peckinpah. Alors pourquoi? Parce que beaucoup de cinéastes à la fin des années 60, quand ils se sont mis à refaire des westerns, ils savaient que le genre était mort. D'ailleurs, bon après, si on est un peu précis, on se dit que le genre il est mort le jour même où il est né, puisque le western raconte une histoire qui est morte. Hein. Donc il faut rappeler que la fameuse théorie de la frontière, hein, elle a été formulée exactement en 1893, au moment de l'exposition universelle de Chicago, au moment où la frontière est déclarée close. C'est un paradoxe qui est toujours intéressant, c'est qu'on se dit il n'y a plus de frontières, là le western au cinéma, quelques années plus tard, va naître. Hein. Alors ce que je veux dire, c'est que dans les années 60, tous ces cinéastes vont attaquer le western, type Leone ou Peckinpah, ils ne vont pas le faire comme Robert Altman, c'est-à-dire que ça reste quand même pour eux un grand genre, le grand genre classique si vous voulez, mais ils vont tenter presque d'en faire à la fois de l'enterrer et d'en faire une apothéose. La Horde sauvage, c'est un film qui est absolument magnifique, grandiose. C'est l'enterrement somptuaire du genre, si vous voulez, pour ceux qui ont vu La Horde sauvage. Vous l'avez tous vu, La Horde sauvage hein? Bon, ça c'est le Citizen Kane du Nouvel Hollywood, La Horde sauvage. Hein. Film monumental à voir et revoir, évidemment.
Et Léon a fait pareil avec les codes, les figures de l'Ouest, en faisant justement à partir de ces fétiches-là presque des mythes, hein, en anamorphosant, en dilatant les duels, en dilatant les postures, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que le western, effectivement, était arrivé au bout, hein, on retenait plus que quelques petites figures, mais on en faisait via la question du maniérisme, tout ce qu'on veut. On en faisait finalement des moments quasi mythiques. Hein. C'est-à-dire que voilà, les duels dans les films de Sergio Leone, on a l'impression que c'est Homer, quoi. C'est le mythe américain filmé par Sergio Leone. Bon. Robert Altman, ce qui est intéressant, c'est que quand il tourne John McCabe, lui, il a un rapport au genre qui est, mais ça sera le cas dans tous les films qu'il va tourner, qui est assez particulier. Donc c'est pas quelqu'un qui s'attaque au genre en disant finalement je vais le déconstruire. Ça c'est la grande veine du cinéma américain des années 70, c'est qu'on déconstruit les genres. Alors, le cinéma d'horreur, le western, on invente le road movie qui est la suite du western si vous voulez, enfin qui est une sorte de western à l'envers. J'y reviendrai quand on parlera du road movie pendant le cycle. Bon, donc alors, que ce soit la science-fiction, l'anticipation, la comédie musicale, le drame, tout ce que vous voulez, c'est la grande déconstruction des genres. Lui, Robert Altman, ce qui l'intéresse, c'est d'abord de montrer la dimension extrêmement, on pourrait dire, ordinaire. C'est-à-dire qu'on voit dans John McCabe des choses qu'on n'avait pas vu de voir dans les westerns auparavant. Hein. Et là, il y a une foule. Alors, Altman, c'est le cinéaste du détail. Enfin, ce qui est très compliqué chez lui, c'est que c'est le cinéaste à la fois du détail et du plan d'ensemble, si vous voulez. Le plan d'ensemble, on est un peu perdu parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut regarder dans l'image. Et le détail, une fois qu'on l'a perçu, on se dit oui mais le détail c'est quoi? À chaque fois, par exemple l'œil à la fin, est-ce que c'est une métaphore de quelque chose, ou l'œuf dans le whisky, etc., etc. Il est pas bon, il est plus subtil que ça. Il nous dit pas tiens regardez ce détail, c'est important pour l'histoire. Tout le problème de Robert Altman, du cinéma de Robert Altman, c'est qu'il exige pour nous en tant que spectateurs une attention constante, et qu'il nous demande de faire un effort. Généralement, un cinéaste, il guide notre regard. Il dit, bah voilà, à ce moment-là, c'est tel personnage qui dit quelque chose, ça c'est important. Après, c'est tel événement qui se passe, je vais le filmer, ça occupe le centre de l'écran, etc. Chez Robert Altman, il n'y a pas ça. Même la mort, j'aime beaucoup la mort, moi, de Warren Beatty dans le film, parce qu'on sent bien que c'est l'anti-gunfight du western classique, si vous voulez. Hein, dans le western classique, d'abord, généralement, c'est dans une rue centrale, dans le fameux Main Street. Toute la population est tournée vers le moment, regardez le train s'effleure 3 fois, le moment où les deux antagonistes vont s'affronter. Il y a l'attention du spectateur, l'attention de la population. Là, tout va se résoudre par la question du duel. On va purger le monde des hors-la-loi, etc. Mais en fait, voilà, la communauté doit sortir apaisée d'un duel, pour le meilleur ou pour le pire. Là, ce qui est génial dans le final de John McCabe, c'est que ça commence a priori comme ça. Donc on se dit, tiens, il va y avoir John McCabe qui va affronter ces 3 tueurs. Et le problème, c'est que par une série on pourrait dire de détails successifs, la séquence peu à peu perd en intensité. Hein, c'est que ça disparaît. Et à la fin, Warren Beatty, il meurt sous la neige. C'est une très très belle idée d'ailleurs. Il meurt d'ailleurs, à mon avis, il meurt d'être oublié par les autres, plus qu'il meurt d'une balle. Hein. Et donc voilà, il disparaît, mais en fait tout le monde s'en fout. Que c'est la mort de Warren Beatty à la fin de John McCabe, c'est le contraire évidemment de l'issue d'un duel classique, c'est un non-événement. Alors c'est pour ça que le cinéma de Robert Altman est un cinéma qui est compliqué, parce qu'en tant que spectateur, on est très formaté, on est très conservateur dans notre regard. Hein, c'est qu'on veut que ça soit crescendo, puis à la fin, le duel, celui qui sort, pas du tout. Robert Altman, c'est un cinéaste moderne, c'est-à-dire qu'il demande un travail de la part du regard, et qui, si on le voit de loin, on se dit c'est déceptif. Oui, mais finalement, à la fin, tout le monde s'en fout, elle est en train de fumer de l'opium, lui, il est mort enseveli sous la neige, les 3 types sont apparus, ont disparu, on ne sait pas qui c'est. Bon, et en fait, toute la fin, elle est très très belle, parce que pour moi, elle incarne absolument ce qu'elle filme. C'est-à-dire qu'on a effectivement, alors que normalement on devrait être concentré sur ce duel entre l'homme et les 3 autres à la fin, il y a un autre événement qui va parasiter la séquence et l'absorber complètement, qui est l'incendie qui se déclare dans l'église. Hein, fait que, on se dit mais c'est très bizarre, on a 2 grandes séquences finales au même moment, et l'une annule l'autre évidemment. C'est que quand on est du côté de l'incendie, on veut savoir ce qui se passe du côté de Warren Beatty, et quand on est avec Warren Beatty, on se dit mais c'est quoi tout ce bruit, tout le monde s'en fout, tout le monde est en train d'aller éteindre l'incendie. Et c'est assez beau d'ailleurs, c'est un grand moment de solitude. C'est une très très belle séquence sur la solitude du héros, qui évidemment finalement meurt seul, totalement ignoré des autres. Et cette fin est très émouvante. Alors, donc je dis ça parce qu'il y a beaucoup de détails dans le film qui montrent la façon dont Robert Altman introduit, filme systématiquement le contraire de ce qu'on attend du western.
hein. Donc il y a cette séquence de fin, évidemment, mais j'y reviendrai, avec cette neige qui au bout d'un moment envahit tout, ce qui fait qu'on ne sait même plus où on est, c'est-à-dire que l'espace est même plus lisible. Hein, le film il va vers l'effacement, hein, il va vers le blanc, c'est totalement indistinct, on ne sait pas où sont les personnages, ils sont tous enterrés jusqu'aux genoux, donc peu à peu c'est comme si le décor devait disparaître, hein, alors que le décor américain dans le western il est toujours extrêmement lisible si vous voulez et orienté, hein. Là pas du tout, cette espèce d'endroit dans lequel on est pendant 2 heures c'est une poche, c'est presque une bulle de rêverie. C'est pour ça que la fin est assez belle parce qu'on peut presque se dire oui peut-être que Julie Christie dans le film, Mrs. Miller, au fond, est-ce qu'elle n'a pas rêvé tout ça, hein? Est-ce que c'est pas une espèce de rêve ou de cauchemar d'Amérique à ce moment-là? C'est pour ça que ce plan-là, c'est celui dont se souviendra Sergio Leone dans It for America, évidemment, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Robert De Niro, dans le film, qui lui aussi va chez des Chinois et par moments s'oublie en fumant de l'opium. C'est une citation très directe de John McCabe dans le film de Sergio Leone, pour ceux qui se souviennent du film de Leone. Et donc ce qui est assez beau c'est ça, c'est qu'on a une série de petits détails. Alors c'est jamais une espèce d'attaque frontale du western, hein, mais une série de petits détails, c'est-à-dire que d'un seul coup effectivement la civilisation commence à arriver dans l'Ouest. J'aime beaucoup cette discussion entre les deux qui disent est-ce que tu penses que je me coupe les cheveux, que je me fasse un bouc, une barbe, etc. Un truc qu'on a jamais vu dans le western. Des hommes qui sont des hommes coquets quoi, qui se mettent à parler coiffure, apparence, etc. Alors qu'évidemment, généralement, c'est pas le cas. On a une série de petites choses totalement ordinaires. On se rend compte que John McCabe est pressé d'une réputation. Ça, c'est le grand cliché de l'Ouest. Il a tué un type, Rountree, dans le film. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'on ne sait même pas d'où est cette réputation. Hein, c'est l'homme qui a vu le loup, qui a vu le loup, qui a vu le loup. Donc ça c'est toute la mythologie de l'Ouest finalement qui repose sur quoi? Sur rien du tout, ce que nous dit Robert Altman. On se rend compte que le type non seulement n'a pas tué cet homme-là qu'il ne connaît pas, et en plus l'autre le perçoit dans son œil, il n'a jamais tué quelqu'un, et en plus il ne sait même pas servir d'un fusil. Rien. On a un personnage qui arrive dans le film comme l'étranger. La séquence d'ouverture est assez belle, c'est vraiment le cliché. Enfin un cliché bizarre parce qu'il n'arrive pas... généralement, quand un étranger arrive, il est filmé un peu en contre-plongée, il arrive, c'est le soleil, dans un endroit désert, il est un peu héroïsé, et il fait beau. Hein. Là, c'est tout le contraire, parce que ce que va filmer Robert Altman, c'est évidemment l'hiver du western. C'est pour ça que la dimension climatique dans le film, elle est très importante. Il n'y a jamais de soleil, c'est jamais sec, il n'y a pas du tout. Ça, c'était pour le western classique. Là, on est entre la pluie, la boue et la neige. Hein, c'est vraiment, c'est le moment hivernal du western. D'ailleurs, c'est intéressant de se dire que beaucoup de westerns qui ont travaillé sur la fin du genre les ont situés en hiver. Voir certains films d'Anthony Mann, par exemple. Le climat là dans le film est évidemment très important. D'ailleurs, là, toute la séquence de fin, c'est que Robert Altman s'était rendu compte la température était tombée pendant le tournage. C'est tourné vers Vancouver, c'est pas tourné aux États-Unis. Ça se passe dans le nord-ouest des États-Unis, mais c'est tourné à Vancouver. Et il se rendait compte que la température avait considérablement baissé pendant le tournage, moins 3, moins 4, 5 degrés. Et il a demandé à ses techniciens de sortir les fameuses lances à eau pour pouvoir recouvrir tout le paysage de neige. Et ils ont arrosé pendant des jours tout le décor, hein, pour que ça puisse être recouvert de neige intégralement, quoi. Bon. Et donc, on se rend compte que le fameux étranger qui arrive au début, c'est le contraire de l'étranger classique. Hein, c'est-à-dire que, je veux dire, il est filmé de loin, il pleut, on le voit à peine. Quand il a un espèce de couvre-chef qui est extrêmement bizarre, ça fait partie de ces petits signes, il n'a pas la tenue totalement, on pourrait dire, orthodoxe du genre. Et peu à peu, on va se rendre compte que ce personnage qui arrive un peu, on se dit est-ce que c'est un gunfighter, est-ce qu'il s'est tiré, il a tué quelqu'un, c'est un dangereux, et peu à peu, c'est rien du tout. Et c'est un film qui s'amuse, qui passe en fait de la mythologie à des hommes. Tout le film ne cesse de faire ce trajet-là, évidemment, en permanence, de prendre des grands clichés, des grandes figures et des grands mythes du western, hein, le duel, le personnage, évidemment, de Warren Beatty, la fameuse prostituée au grand cœur ou pas d'ailleurs, tout c'est le prêtre, hein, le prêtre qui est un espèce de lâche absolu, qui ne va même pas récupérer dans son église, enfin tout y passe, puis c'est assez violent parce que dans le western classique, le lieu de réunion où la communauté se fonde, c'est l'église, c'est là qu'elle se retrouve. Souvenez-vous par exemple de la poursuite infernale de John Ford, hein, tout va mal, mais quand arrivé le dimanche et la messe, là toute la communauté se réunit, hein, on danse, etc. etc. Là c'est tout le contraire, c'est absolument tout le contraire qui est en train de se passer, quoi. La communauté, dans le film, elle se réunit pas autour de l'église, elle se réunit autour du bordel, ce qui est évidemment une espèce de décentrement très violent, et tout ça j'aime la façon très discrète dont le film peu à peu la mène, etc.
Et donc, c'est un film qui travaille, contrairement justement à Peckinpah et Leon, qui arrivait à un moment presque où il s'agissait de rendre mythique le western au moment où on l'enterrait, un double mouvement à la fois, on pourrait dire, de destruction, mais en même temps de destruction magnifique. Chez Altman, pas du tout. C'est-à-dire qu'il prend le genre, et on sent bien que ce qui l'intéresse dans le genre, c'est pas tant le fait de déconstruire le western, et ça il le fera avec tous les gens, c'est de se dire, finalement, l'Amérique, elle se constitue, parce qu'il le fera dans tous ses films, hein, c'est le spectacle, c'est le grand sujet des films de Robert Altman, l'Amérique se constitue à partir évidemment de clichés, de mythologie et d'imaginaire. Et c'est ça qui l'intéresse, c'est de se dire finalement à quel moment l'image de ce qu'on est remplace ce qu'on est vraiment. À quel moment l'image de l'Ouest, l'image de notre propre histoire, prend le pas sur l'histoire qu'on a vraiment vécue. Et c'est tous ces films, c'est une espèce de radiographie, mais extrêmement rigoureuse de ces différents phénomènes, si vous voulez. Hein. Vous avez vu Nashville, par exemple? Non? Si vous avez l'occasion, regardez-le, c'est une réalise 4 ans plus tard, qui est un film absolument formidable, qui raconte comment le rapport entre le spectacle et la politique. C'est un film extraordinaire, qui est long, hein, qui est en 3 heures, et qui raconte ça, si vous voulez. Et donc, les gens, chez Robert Altman, les gens l'intéressent, parce que d'abord, il a été traumatisé quand il travaillait pour la télévision, etc., parce qu'il travaillait à l'intérieur de genres extrêmement codifiés, précis. Bon. Et donc, il a voulu, non pas en sortir, mais il a voulu comprendre pour quelles raisons le genre avait une telle importance dans, on pourrait dire, dans la psyché américaine, au cinéma évidemment, mais pas uniquement. Hein. Et c'est ça qu'il a systématiquement attaqué si vous voulez, dans tous ces films. Alors, 2-3 mots, après on va discuter. Hein. 2-3 mots, ce que j'aime évidemment beaucoup moi, dans John McCabe, c'est évidemment, le film raconte beaucoup de choses, mais le discours à la fois le plus puissant, mais je dirais le plus subtil, c'est évidemment la façon dont Robert Altman traque en fait le fonctionnement même économique de l'Amérique, et donc du capitalisme, et donc du monde aujourd'hui. Hein. Et il nous dit, voilà, qu'est-ce qu'on a? On a un type qui arrive, qui est la figure un peu du benet, parce que c'est pas vraiment un héros. Warren Beatty, il est un peu naïf, un peu benet, il est un peu gauche, il est pas super intelligent, il est malin, mais il n'a pas beaucoup de qualité, quoi, hein, Warren Beatty. C'est juste un type qui a compris qu'en allant, hein, en sortant un peu de l'Est, en allant un peu plus vers l'Ouest, on allait pouvoir faire fortune, ce qui est le trajet classique de tous les héros, évidemment, de western. Et là, il décide de monter sa petite affaire. Et là, c'est l'image de l'entrepreneur américain. Hein. C'est cette idée que voilà, on va monter sa petite entreprise tout seul, et avec un lopin de terre, du courage, de l'énergie, un peu de croyance, de foi, etc. On monte sa petite entreprise. C'est vraiment, au début, on se dit, c'est un film qui nous raconte l'esprit pionnier américain, c'est absolument formidable, le type se fait de l'argent, etc., etc. Et puis arrive Mrs. Miller. Hein, qui elle commence à dire oui, mais alors, ça peut être intéressant si effectivement on s'associe, puis vous n'y connaissez strictement rien aux prostituées, il faut qu'elles soient propres, etc. Et donc on ne parle que d'argent dans le film. Hein. Si vous écoutez bien les dialogues du film, ça ne parle que d'argent. Le coût du bain, ce qu'on va pouvoir gagner, ça ne parle que de ça. Du début à la fin, on ne parle que d'argent. Bon. Tous les rapports humains se soldent par cette question de l'argent, y compris même le duel, qui d'ailleurs à la fin est réglé avant même d'avoir lieu, puisque lorsque la discussion a lieu entre l'homme et puis celui qui dit je suis venu tuer un ours, il dit mais c'est pas avec moi qu'on va négocier, évidemment. Bon. Et donc petit à petit l'entreprise va monter, va grossir, et là on se dit formidable, c'est une sorte d'éloge de l'artisanat, de l'esprit pionnier, et c'est là qu'arrive évidemment la figure du pionnier, du capitaliste. Hein. Les deux là, les fameux deux, avec notamment un des acteurs, Michael Murphy, qui sera un régulier de l'équipe de Robert Altman. Et c'est ça que raconte évidemment à ce moment-là Altman. C'est le moment où d'un seul coup, on est passé des petites entreprises artisanales, autant de pionniers, autant de petites structures qui fonctionnaient, etc., à l'industrialisation du début du XXe siècle aux États-Unis, où d'un seul coup, c'est plutôt le même genre de logique économique qui fonctionne. Hein. Et là, il y a négociation. L'autre fait le malin, non, je voudrais avoir un petit peu plus d'argent, et puis quand il tente de se repentir, c'est beaucoup trop tard, l'autre a lâché les loups et c'est fini. Hein. Donc il n'y a pas de négociation, et il montre justement comment est-ce qu'au début on pense que ce qui est valorisé c'est le courage, l'opiniâtreté, et que finalement c'est quelque chose de totalement, évidemment, arbitraire. Hein. C'est ça qui est évidemment très très beau là. D'ailleurs, une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, je ne sais pas si vous vous souvenez du film de Leone, il y a dans le film les deux personnages que vous voyez là, c'est-à-dire les deux qui tentent de négocier,
hein, la façade respectable du capitalisme. Et dès que ça marche pas, on envoie les killers derrière. Et les trois tueurs, dans le film de Sergio Leone, il y a le même couple. Il y a Gabriele Ferzetti qui joue le rôle de l'homme d'affaires dans son essai de Locomotive. Il est tout malade, souvenez-vous, l'image du capitalisme corrompu, hein, gangréné, pourri par la corruption, donc son corps est totalement, il n'y a plus rien. Et donc il est lui-même aidé par une espèce de, on pourrait dire, de bras droit, hein, secret, hein, pour le coup du capitalisme sauvage, un ancien hors-la-loi qui est joué par Henry Fonda dans le film. Et le couple Henry Fonda, Gabriele Ferzetti dans l'Ouest, c'est exactement le même que celui qu'on a là dans le film de Robert Altman. Exactement de la même façon, évidemment, que ça fonctionne. Et donc le film raconte évidemment ça. Et ce qui est très beau, et ce qui est le plus déprimant pour moi, que je trouve le plus déprimant et le plus émouvant dans le film, on se dit, bon, bah, très bien, à la limite, il y a souvent eu dans l'histoire du western ce combat entre un individu et puis une espèce de structure capitaliste, type les cattle barons, qui d'un seul coup veulent s'approprier vos champs ou votre maison parce qu'elle passe sur une voie de chemin de fer. Bref, il y a cette idée de l'entreprise qui veut grossir. Bon. Alors là, il va voir, on se dit, bon, ça c'est un schéma assez classique, on l'a vu dans plein de westerns. Et là, il se dit, mais comment faire? Donc il va voir l'avocat. Alors là, l'avocat, alors qui s'appelle Samuel Clemens dans le film, qui est un d'anagramme du vrai nom de Mark Twain. Je dis ça, Samuel Clemens s'appelait Mark Twain. Bon, je vais parler de ça, sinon ça va être trop long. Mais donc, voilà. Et lui, il tient le discours populiste absolu. Hein, on va faire cracher les riches, ne vous inquiétez pas, etc., etc., etc. Évidemment, une fois qu'il a dit ça, il disparaît. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans le bureau de l'avocat, il y a un portrait d'un président américain qui s'appelle McKinley, qui a été un des présidents américains assassinés, hein, en 1901. Hein, ça fait partie de, donc le film nous rappelle toujours très très discrètement, évidemment, l'éternel rapport, on pourrait dire, entre le capitalisme et la politique, entre la violence de l'un et la violence de l'autre. Hein. Alors nous, ça nous dit rien, mais pour les Américains, c'est des portraits qui sont ancrés dans leur esprit. Ils savent à quoi ressemble McKinley, comme Kennedy, Lincoln, Roosevelt, etc. Bon. Et après, on se dit, alors il va y avoir effectivement ce duel, comme je disais tout à l'heure, ce duel va résoudre quelque chose. Parce que même dans les combats, dans les westerns classiques, entre un individu seul et puis une espèce de petit groupe de gens qui veulent s'approprier ses terres, même quand ce combat a lieu, il y a deux solutions. Où l'individu généralement gagne, généralement c'est une façon de remettre à plus tard le moment où les consortiums vont à nouveau tenter de reprendre la main dessus, où il perd, mais il perd de telle façon que la communauté s'est ressoudée autour de ça et a compris quelque chose du système, même si le système est unique. Là, ce qui est génial, c'est que tout le monde s'en fout et que cette mort, elle ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est un non-événement absolu. C'est ça qui est pour moi le plus terrifiant dans le film, c'est évidemment ça. C'est pas le fait que Warren Beatty meurt, a priori. On est pour le coup dans une trajectoire classique d'un homme on a compris dès le début, de toute façon qu'il ferait pas long feu le pauvre Warren Beatty. Hein. C'est pas ça. Ce qui est évidemment intéressant, c'est la façon dont Robert Altman filme cet événement-là. C'est-à-dire que justement en mettant la communauté de côté, cette mort elle est absolument pas édificatrice, elle ne sert à rien. Hein, et ça continuera, c'est-à-dire que le fait qu'il soit lui enseveli sous la neige, c'est aussi une façon de dire, mais finalement cette mort-là, dans 1 heure, elle s'est effacée. Tout le monde l'aura oublié. Autrement dit, la mort d'un individu, là, pour le coup, ne sert à rien. Ni à refonder la communauté, qui est complètement partie sur autre chose. Hein. Elle-même ne s'en rend même pas compte. Il n'y a que sans doute Julie Christie qui, elle, plutôt que d'affronter le réel, d'ailleurs c'est un moment bizarre, hein, décide d'aller d'aller chez les Chinois pour s'oublier. Parce que c'est ça que nous raconte aussi le film. C'est que c'est complètement ridicule d'essayer de lutter contre ça, ça marche pas. La seule façon d'y échapper, c'est de rentrer dans un univers mental. Hein. Et j'aime beaucoup ce moment-là. Et je dis ça parce que la dimension mentale de la fin du film, alors elle peut jeter un doute sur tout ce qu'on vient de voir, si ça avait été qu'un rêve, etc. Bon. Mais elle dit aussi, à mon avis, beaucoup de ce qu'est le projet de Robert Altman en général. C'est-à-dire que la question finalement, dès lors qu'on veut confronter la mythologie à la réalité, on se casse toujours les dents sur l'idée qu'aux États-Unis, la différence entre les deux n'existe pas. Vous savez, c'est toujours un truc qu'on raconte, et même au moment du 11 septembre, on disait la réalité contre la fiction, la réalité a rattrapé la fiction. C'est un truc qui pour les Américains n'a pas de sens. C'est-à-dire que la fiction fait la réalité, et la réalité est la matière de la fiction. Nous, on pense cette distinction-là, pour le meilleur et pour le pire. Eux, c'est quelque chose qu'ils ne pensent pas. C'est ce que racontait très très bien Liberty Valance. Que quand à la fin de Liberty Valance, James Stewart dit imprimez la légende, si la légende est plus belle que la vérité, imprimez la légende. On peut se dire c'est pas bien. Non. Là où c'est évidemment où John Ford est très pervers, c'est qu'il nous dit si la légende permet à un peuple de se fonder, permet à une nation d'avancer, il vaut mieux imprimer la légende plutôt que la vérité si la vérité le détruit.
Donc c'est une phrase qui se comprend en deux temps. La première réflexion un peu basique, nous en tant qu'Européens, un peu, on se dit oh, la vérité, oui. Et Ford nous dit mais non, ce qui compte c'est pas la vérité, le petit plaisir individuel de dire voilà le petit moi je dis la vérité. Non, la question c'est pour la communauté, qu'est-ce qui est le plus utile. Et parfois c'est la légende. Et c'est ce que raconte évidemment le film de Ford, et d'où sa beauté d'ailleurs, hein, c'est qu'il est très partagé là-dessus. Il n'y a pas un prix, la légende ou la vérité, tout dépend évidemment, tout dépend de l'objectif qu'on vise. Et la fin de John McCabe, la dimension mentale, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire finalement, la réalité américaine, il a passé son temps à s'amuser, à nous montrer des détails très très véristes. Voilà, moi j'ai une séquence que j'aime beaucoup, c'est la mort de Kit Carradine, le jeune qui arrive, le cow-boy complètement insouciant, il est presque chantant, celui-là il arrive, puis il se fait tuer pour rien du tout. Pour moi c'est la grande scène d'horreur en fait du film, elle est là parce que c'est justement l'idée de la violence totalement arbitraire. Hein, c'est une violence qui sert à rien, alors que dans la mythologie du western classique, la violence elle sert à quelque chose toujours. Je tue des Indiens, je tue mon ennemi, mais ça me permet de conquérir une femme, un territoire, de faire progresser la civilisation. Hein, c'est cette fameuse violence utile du western classique. Ce que va dénoncer le cinéma du Nouvel Hollywood en disant non, il n'y a pas de violence utile, il y a de la violence ou pas. Et ce que montre Robert Altman évidemment, c'est que toute la violence du film, au fond, elle ne sert à rien. Elle a lieu, elle est arbitraire, dans le cas du pauvre type là qui se fait tuer sur le pont et qui tombe dans la glace. Et pareil pour Warren Beatty, c'est une violence qui ne sert strictement à rien. C'est ça que je trouve, une des choses que je trouve très belle dans le film. Bon, je voudrais que vous parliez un petit peu, parce que sinon c'est parti pour des dons tunnels. Non. Ouais. Bien sûr, oui. Ouais. Ouais. Ah bah, alors il y a deux trois choses. D'abord le photographe, le fameux dont je vous parlais, la Vilmos Zsigmond, c'est un génie. La photographie, là il y a des séquences, même la fin, des séquences d'intérieur qui sont absolument extraordinaires. D'ailleurs, tous les films photographiés par ce chef opérateur là sont magnifiques. Et vous le verrez si vous venez à tous pour le dernier film de cycle, Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, c'est quelque chose d'impressionnant. Non, ce qu'il a utilisé, c'est pas tant une photographie différente qu'une pellicule différente. Hein, et il a fait des essais, il l'a montré à Robert Altman en disant, parce que Robert Altman lui disait, parce que ce qui est intéressant c'est que le film, il y a à la fois des détails réalistes, hein, et en même temps le sentiment finalement de quelque chose qui est presque un peu mental, un peu rêvé, hors du temps. Parce que cette espèce d'endroit dans lequel on tourne, on ne sait pas où on est en fait. C'est une petite poche d'Amérique, hein, mais qui est presque déjà une espèce de rêve. Un rêve d'Amérique. C'est ça qui est assez beau. C'est que c'est quelque chose qui est relié à rien du tout. Il voulait qu'il y ait ces deux sentiments à la fois. Ce qui fait que dans le film, on le ressent beaucoup, jusqu'à la fin évidemment. C'est à la fois plein de détails réalistes, hein, effectivement, sur la façon de ce que c'est qu'un cow-boy, le fait de te mettre pas près des chauffages, tu vas puer, etc. Des choses toutes bêtes. Hein. Mais vraiment, il y a plein de détails très très, même triviaux. Et en même temps, il y a cette idée finalement, ce qu'on est en train de regarder, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la mythologie, du rêve, hein, d'une image qui évidemment ne renvoie plus à rien. Je pense qu'il y a ces deux éléments-là dans le film. Et il n'y a pas de filtre, mais il y a par moments des grillages. Alors, comme c'est filmé en fait en longue focale, c'est-à-dire qu'on les voit pas, mais ça crée un espèce d'effet, pas de brouillage, mais un peu quand même. C'est-à-dire que l'idée qu'il n'y a jamais aucune couleur criarde dans le film. On est aux antipodes du Technicolor, évidemment. C'est qu'on est dans les ocres, les beiges, les jaunes, c'est très très fin comme type de lumière, mais encore une fois c'était à l'époque pas du tout de lumière orthodoxe. Après ça s'est généralisé. Dans les années 70, il y a beaucoup de films qui utiliseront ce type de lumière, justement avec du grain, etc. Mais à l'époque pas du tout. D'ailleurs, ce que je disais juste avant de parler, que vous voyez le film, les producteurs quand ils ont vu ça, ils étaient catastrophés. Hein, parce qu'ils pensaient justement que... Et même du point de vue du traitement des acteurs, c'est intéressant. Parce que Warren Beatty au début du film, on met beaucoup de temps à commencer à le voir vraiment. Il a un chapeau, on le voit de loin, c'est sombre, il y a de la barbe. Dans n'importe quel film de studio classique, la star arrive, sa première apparition d'abord elle est valorisée, en gros plan, il est nickel, hyper bien éclairé, etc. Là, Warren Beatty, il émerge très doucement. Et en fait, quand il émerge, finalement, il va mourir. C'est ça qui est assez beau dans le film, c'est qu'il n'y a pas de star
À aucun moment on a le sentiment de dire voilà, Julie Christie, Warren Beatty. Ils sont tous traités, ça c'est le côté très démocratique aussi de Robert Altman, c'est que chacun a le droit au cadre comme les autres. Mais dans le son, puisque tout le monde parle, et aussi évidemment à l'image. Par exemple, la séquence de le poker au début, lorsque Warren Beatty arrive, vous vous rendez compte qu'on n'a que des séquences de groupe quasiment. Il y a très peu de moments où on va isoler Warren Beatty parlant à un autre personnage. Et même pendant le tournage, il a tenu à ce que les acteurs d'abord portent les mêmes costumes que ce qu'ils portent dans le film, et qu'ils passent leur temps ensemble. Que chez Robert Altman, tous les soirs, montrait les rushs à toute son équipe des films de la séquence qui venait de tourner. Généralement, au cinéma, quand un réalisateur tourne son film, le soir, il y a 3, 4, 5 personnes qui assistent à la projection de ce qu'ils viennent de tourner. Le producteur, lui, 1 ou 2 acteurs, etc. Et Robert Altman tenait à ce que tout le monde soit là en permanence. La dimension collective, elle est évidemment très très importante. Je dis ça parce que s'il y a bien quelque chose qui est important dans le cinéma de Robert Altman, c'est cette dimension démocratique-là. C'est que dans le cinéma américain classique, il y a toujours l'idée qu'il y a un héros, quelqu'un qui est le porte-parole, et qu'il y a très souvent derrière un peuple ou une foule qui est là, mais au fond est invisible. Pour ceux qui ont vu Vers sa destinée de John Ford, par exemple, sur Lincoln, le jeune Lincoln, voilà, Lincoln va incarner la parole, etc. Et on se rend compte que la foule disparaît le jour où Lincoln devient Lincoln. C'est-à-dire que c'est très compliqué dans les films américains, c'est que c'est à la fois un cinéma qui est très démocratique, en même temps il y a toujours un leader, un héros, c'est comme un cinéma de l'individu, individualiste. Et donc cette idée que n'importe qui peut être comme dans un film de Capra, peut devenir un héros, mais c'est pas vrai. C'est cette idée finalement que celui qui devient héros l'était au fond dès le début. Et donc il y a toujours une contradiction entre le porte-parole, celui qui dirige la foule, et les autres. Chez Robert Altman, il n'y a jamais ça. C'est ça qui est... On se rend compte que Warren Beatty, il n'y a aucun rapport entre lui et les autres. C'est ça qui est assez beau. Il n'y a aucun effet de solidarité. À aucun moment on vient l'aider, au contraire. À aucun moment il va pouvoir faire un groupe, il va pouvoir mobiliser. Rien, il ne se passe rien. C'est que chacun est seul dans son coin, obsédé par la seule question qui intéresse tous les personnages pendant tout le film, qui est celle de l'argent. Comment se faire un maximum d'argent. Et puis voilà, et ce que comprend évidemment Julie Christie, qui est sans doute plus intelligente que lui. Elle comprend qu'effectivement à la fin, même si on se fait pas forcément beaucoup d'argent, il faut partir. Parce que la logique économique qui est en train de s'installer, l'industrialisation de cet ouest qui est encore sauvage, il y a encore des types qui tirent comme ça n'importe. On ne va pas sanctionner le jeune parce qu'il a tué l'autre, évidemment, mais alors que cette logique économique est en train d'arriver, il n'y a qu'une façon, évidemment, soit c'est de l'embrasser, oui je vends, soit c'est de fuir. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen. Ce que vous dites là, je pense que il y a souvent des gens qui pensent ça des films de Robert Altman. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais genre, dans le sens où par moment on trouve qu'il a même un rapport un peu distancié. C'est pour ça que je vous disais au début, je trouve que c'est un film émouvant de Robert Altman, parce que si vous pensez ça de John McCabe, il y en a certains. Bon, mais le problème c'est que la question c'est que se dire, vous dites ça me gêne qu'il n'y ait pas de rapport. Oui, mais l'absence de rapport, c'est le sujet du film. Mais je pense que c'est un film disons que c'est un film qui est déceptif d'abord. Ça c'est quelque chose qui pour une des plus grandes violences qu'on peut faire à un spectateur, c'est de le décevoir. On peut l'énerver, mais la déception c'est compliqué, parce qu'effectivement c'est un film qui nous fait croire, en même temps la question c'est de savoir combien de temps on croit ça, mais qui nous fait croire qu'on va rentrer dans un schéma classique, le rapport amoureux entre un homme et une femme. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'à aucun moment entre Warren Beatty et Julie Christie on sent que lui il est chiffonné, il est amoureux d'elle, il ne va jamais lui formuler, et elle, c'est très très beau. C'est-à-dire que, par exemple, les rapports entre les deux, moi je comprends ce que vous dites sur le contenant, et moi je trouve que c'est un film très très fort, parce que j'ai l'impression que les personnages sont sublimes, avec une espèce de subtilité, c'est-à-dire que rien n'est jamais dit, et tout est dans... Quand je dis c'est émouvant, vous voyez. Mais ça c'est compliqué, parce que c'est quelque chose qui est, là pour le coup, qui est de l'ordre de la perception. Je dis pas que c'est subjectif, voilà. C'est de la perception. Oui, bien sûr. C'est que moi, par exemple, vous voyez, quand je vois un film comme John McCabe, je trouve que, quand je parlais de la dimension élégiaque, je trouve que c'est une vraie tragédie. C'est-à-dire que ça fait partie pour moi de ces... Et je dirais que l'identification, parce qu'en fait c'est ça dont vous parlez, c'est l'identification. Est-ce qu'on a envie d'être avec eux ou pas? Chez Altman, ça n'a jamais été son truc, c'est un truc qu'il déteste. Qui déteste l'identification, parce que, l'identification dans le sens classique du terme, c'est-à-dire que vous le voyez pleurer, il s'exprime, il dit ce qu'il pense, et vous êtes avec lui, etc. Voilà.
Et lui, il déteste ça parce que ça incarne pour lui le chantage, d'une certaine façon. Cette façon que vous n'avez pas le choix que d'être ému par un personnage qui pleure, énervé par un personnage qui bat un animal ou qui bat, etc. Et Altman, il est jamais là-dedans. C'est-à-dire que, en fait, dans les films d'Altman, au fond, c'est que il est, et ça pour moi c'est son côté pervers, c'est qu'on a les émotions qu'on peut. Ça veut dire que à aucun moment on peut être complètement resté sur le seuil de John McCabe. Vraiment. Et je pense parce que, encore une fois, c'est un cinéma qui est bon. À l'époque, on voit plus ce genre de film-là, de manque d'identification, de personnages un peu erratiques, qui rentrent, ils sortent, on sait bon. Maintenant, c'est un film qui est beaucoup plus violent par rapport à ce qui se produit dans le cinéma, pas uniquement américain, mais aujourd'hui, où l'identification est très très forte, où les choses sont marquées, on sait les émotions, il y a tout est stabilo-bossé, au post-it, etc., etc. C'est l'anti ça. Hein. Et alors effectivement, après, par exemple, on peut être plus ou moins sensible à je pense à la musique de Leonard Cohen. Pour moi, elle met, mais dès le début du film, une espèce de chape mélancolique sur le film, mais d'emblée. Que tous ces personnages sont tristes. C'est un monde d'une tristesse infinie qui nous montre pendant 2 heures. Alors après, là-dedans, effectivement, il n'y a pas de type, quoi. Donc, voilà, quand Warren Beatty arrive dans le film. Il arrive, j'ai l'impression qu'il a le poids de la mélancolie sur lui, c'est terrifiant quoi. Et moi, c'est un personnage avec lequel je suis tout de suite, parce que je trouve ça extrêmement émouvant, ce personnage qui fait croire qu'il est quelque chose alors qu'il n'est pas. Je trouve ça émouvant au cinéma, les personnages qui tentent d'être des choses qu'ils ne sont pas. Ils tentent de coller à l'image du western, et en fait, il ne l'est jamais. C'est très très beau. Et Julie Christie, dont on sent, mon avis, pour le coup, toute la psychologie du début à la fin. Hein, c'est que c'est un grand personnage de cinéma américain qui est à la fois la tête sur les épaules, elle est totalement lucide, en même temps c'est une femme amoureuse qui aimerait bien, etc., etc. Elle sait que c'est pas possible, et à la fin quand elle part pour moi c'est la toute fin du film, c'est une des fins les plus émouvantes. Hein, bah oui, elle sait que c'est pas possible, elle a tout perdu, en même temps pour vivre il faut s'évader, et puis après l'opium ça ira mieux, puis elle repartira. Et je trouve que tout le Kit Carradine par exemple, l'échange qui est très court, hein, pourtant sur le pont, la vitesse là, on sent bien que quand il veut, il sait le faire. La vitesse avec laquelle la peur du spectateur monte, on se dit non, mais c'est qu'un jeu qui risque de mal tourner, et puis les autres arrivent comme spectateurs de ce qu'ils sentent que ça va être un drame. Là, on voit la puissance d'Altman, c'est qu'évidemment, il peut faire ça. Et là, on est totalement scié. C'est pour ça que c'est des personnages qui sont particuliers, hein, mais après, oui, l'identification, elle n'est pas donnée telle quelle, c'est vrai. Parce que le titre original, c'est McCabe and Mrs. Miller. C'est ça le vrai titre. Hein. C'est pas John McCabe. Le titre, c'est elle et lui, quoi. Hein, c'est presque, c'est pas Léo McCarey, mais presque, quoi. C'est vraiment l'histoire d'un couple, quoi. C'est McCabe and Mrs. Miller, quoi. Et comment cette petite entreprise, finalement, qui pourrait s'appeler comme ça. D'ailleurs, j'aime beaucoup comment est-ce que l'endroit de la fortune, là, le Hill of Fortune, c'est l'endroit du bordel, qui est évidemment la grande métaphore de l'Amérique. Hein, enfin de l'Amérique, je dis l'Amérique, de la France ou ce qu'on veut. Hein. C'est la porte du paradis, si vous voulez, du film. Hein, c'est un bordel. C'est intéressant, quoi. Lequel? Ah oui, bien sûr, je suis d'accord. Ouais. Et puis avec des choses terribles, parce que chez les Duval, au début, vous savez, c'est ces femmes qui étaient commandées par courrier postal. Que les types étaient dans des endroits, sur des mines ou des choses comme ça. Et puis il y avait des femmes qui étaient commandées par courrier. Et chez les Duval, au début, fait partie de celle-là. Bon, elle arrive, et le problème, c'est que son homme est battu. Hein, le Bartley, il a le crâne fendu, et donc son mari est mort. Et là, elle est récupérée par Mrs. Miller et elle intègre le bordel. Mrs. Miller lui dit mais c'est pas grave, tu sais, entre ton statut avant et celui-là, c'est la même chose. Et c'est intéressant parce qu'avant, elle est dans le système, pour le coup, on pourrait dire classique. Hein, elle est mariée, un système puritain, ça s'appelle Presbyterian Church, quand même la ville. Hein. Mais il lui explique juste que finalement, être marié comme ça, ou bien être allé dans un bordel, finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une forme d'exploitation, évidemment, mais l'une est respectable, avec la vitrine de la religion, et l'autre se fait au grand jour. C'est des moments très violents dans le film. Mais dit, il n'y a pas de poussée de cuivre, il n'y a pas des gros plans, non. C'est ça que je trouve très beau. C'est que
C'est-à-dire que ce qui est horrible, c'est là justement, c'est l'écart. Et c'est peut-être ça qui vous a gêné. C'est l'écart entre ce qui est dit et le traitement. C'est-à-dire que dans un film classique, c'est-à-dire que plus quelque chose qui est dit est important ou violent ou un impact émotionnel, plus la mise en scène, en fait, le met en évidence. Dans le film d'Altman, en fait, il n'y a pas de mise à niveau. Tout est monotone. C'est ça qui est... Qu'on se fasse tuer d'un coup de pelle, il a le crâne, on entend quelqu'un qui dit il a le crâne fendu. Non mais dans n'importe quel autre film, plus académique, on aurait eu un gros plan, quelqu'un pleure, crie, etc. Il y aurait une espèce de pause dans le récit. L'électrocardiogramme du film, il est totalement plat. Et c'est ça qui évidemment est qui est typique de Robert Altman, dans sa dimension aussi. À la fois c'est sa dimension démocratique et c'est aussi une façon de dire où mais pour le coup dans la réalité tout ça compte pas. Ces gens-là, il n'y a rien qui fait, les gens s'en moquent. Chacun pour sa pomme. La question c'est combien je récupère d'argent en bout de course. Et donc on a ce que filme là Robert Altman, et pourtant c'est un lieu clos, c'est le contraire de la communauté. Parce que c'est un des grands sujets des années 70 évidemment, c'est cette idée que la communauté américaine est explosée. Alors qu'un des grands mythes de l'Amérique c'est le melting pot. C'est que quel que soit l'endroit d'où on vient, sa religion, son origine ethnique, tout ce qu'on veut, on peut parler des langues différentes, et vous avez aujourd'hui à Los Angeles, c'est vertigineux, mais à un moment donné, comme hier soir, quand il y a le drapeau américain, tout le monde est américain. C'est un truc qui est toujours fascinant pour nous les Français. Absolument fascinant. Bon. Et c'est magnifique quand ça marche, quoi. Et ce que les années 70, à l'époque de Nixon, du Vietnam, du Watergate, de toutes ces choses-là, cette mythologie-là, elle est attaquée. Autrement dit, cette idée que le cinéma américain filme toujours en fait la construction d'une communauté, d'un peuple américain, dans les années 70, c'est le contraire qui se passe. Et le film ne montre que ça. Je me dis, mais non, il n'y a aucune communauté, ils vivent ensemble, ces gens-là, mais c'est presque une somme d'intérêts privés, totalement individualistes. Il n'y a même pas de jugement là-dessus. C'est ça. Et donc la communauté peut marcher quand les intérêts des individus convergent. Mais dès qu'ils ne convergent plus, il n'y a plus d'idée supérieure. L'Amérique, pas l'Amérique, tout le monde s'en fout. Et ça, c'est aussi un film qui est très violent, évidemment, là-dessus, quoi. C'est cette espèce de fausse communauté, si vous voulez. Oui. Ah ben ça, c'est le... Ouais. Oui, mais c'est pareil. Ouais. Ouais. Alors, disons que ça, alors, vous avez encore l'Ouest de Léon en tête? Oh, c'est vrai? Bon alors, qu'est-ce qui vous arrive? Bon, il faut voir ça. Parce que dans l'Ouest, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une fois dans l'Ouest commence avec justement l'arrivée de la locomotive comme ça dans l'Ouest. Mais ça, c'est l'image ancienne, si vous voulez, de Machine in the Garden, quoi. C'est-à-dire que de l'arrivée de la civilisation et de l'industrialisation dans la pastorale américaine. C'est que ça, c'est un symbole évident. C'est-à-dire que quand, effectivement, parce que le premier engrenage, rouage du capitalisme dans le film, c'est l'arrivée de cette loco sans rail. Parce que les prostituées, c'est quoi au début? C'est la matière première du commerce. Et puis le commerce va grandir, et puis voilà. C'est à partir de là que ça commence. Et évidemment, c'est très symbolique le moment où cette espèce de locomotive arrive dans cette espèce d'endroit boueux, le wilderness que ces gens essaient de construire. Et quand la locomotive arrive, c'est là que tout. En fait, c'est déjà fini à ce moment-là. C'est l'arrivée du capitalisme, de la civilisation. Et c'est ce que symbolise vraiment cette locomotive. Mais qui est une image, pour le coup, alors là, qu'on a beaucoup vu dans le western. Le western, généralement, le train, c'est l'ennemi. Parce que le train, c'est ce qui va remplacer le cheval. Et c'est ce qui veut dire que le territoire est cartographié. C'est rare que dans les westerns, le train soit filmé de façon... C'est toujours l'ennemi. Il y a de grandes séquences comme ça. Même dans Liberty Valance, quand il voit arriver au début le train, il dit mais c'est quoi cette espèce de truc atroce? Un des premiers films de John Ford s'appelait Le Cheval de Fer. Le Cheval de Fer, c'est la locomotive. Ça raconte évidemment cette histoire-là. Et donc voilà, c'est que c'est le train... La locomotive, c'est le symbole dans le western de la fin du western. C'est pour ça qu'il est toujours vu d'un œil plutôt noir. Et là, c'est exactement la même chose, pareil. Johnny Guitar, ouais. Ah mais oui, bien sûr, ouais, bien sûr.
Oui, c'est ça, ouais. Non, pas beaucoup. Non, non, pas beaucoup. Non, parce qu'en fait, la critique, alors oui, globalement oui, mais c'est compliqué parce que la critique à l'époque, je parle pas en France mais aux États-Unis, elle est en gros très partagée en deux catégories, on pourrait dire. Il y a d'un côté la critique qui soutient Nouvelle Hollywood, mais par moments presque au-delà de tout, et puis la critique plus conservatrice, celle qui est plutôt contre la contre-culture, si on veut, qui elle déteste ce type de film-là, qui a plus envie de continuer à voir des films avec John Wayne, une vision plus conservatrice de l'Amérique et qui en a marre de voir tous ces films critiques faits par des hippies, grosso modo. Hein. Il y a vraiment les deux critiques aux États-Unis à l'époque qui s'opposent, si ce n'est qu'en fait ça reste quand même la critique, on pourrait dire pour le Nouvel Hollywood qui l'a emporté finalement. Mais à l'époque, tous les Américains ne sont pas en train d'applaudir devant John McCabe ou Bonnie and Clyde. Ça serait une grosse erreur de croire ça. Il y en a qui vont applaudir au succès de, je sais pas, de Charles Bronson dans la ville. Parce que là, moi, j'en passe aucun là dans le cycle. Il y en a qui sont intéressants d'ailleurs. Mais il y a aussi tous les films. On pourrait dire que ça, c'est les films issus de Kennedy, le Nouvel Hollywood, grosso modo, pour faire court. Bon. Il y a aussi tous les films nixoniens. Hein, et dans le cinéma américain à l'époque, pendant 10-12 ans, on a, je veux dire, quand l'un sort, l'autre sort aussi. C'est-à-dire que chacun, on a des anti-héros névrosés, incapables. Et ben, on aura Bronson, on aura Jordan Baker, et puis par moment on aura Eastwood pour ceux qui comprennent pas très bien Dirty Harry. Donc voilà, donc, il y aura toujours à chaque fois le contre-champ de tous ces films-là. Hein. C'est pour ça que quand on parle de Nouvelle Hollywood, il ne faut pas croire que le cinéma américain, à la fois il fait un bond gigantesque, ça reste inouï en termes de qualité esthétique ce qui s'est produit là. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup évolué depuis. Mais c'est pas tous les films qui ressemblent à ça. C'est le grand vent qui souffle sur Hollywood, c'est ceux qu'on retient, c'est ceux qu'on retiendra. C'est là qu'émergent les grands cinéastes. Mais numériquement, il y a autant de films, on pourrait dire, conservateurs, enfin académiques, qui continuent d'être produits. Je vous le disais la fois d'avant, je ne sais pas si vous étiez là ou pas, mais l'année d'Easy Rider, lorsque Easy Rider sort en 69, à la même époque sortent les Bérets Verts, hein, film de John Wayne et Ray Kellogg. Hein, et donc du point de vue, on se dit c'est la même année, mais du point de vue de l'histoire des formes, il y a 10 ans d'écart. Et pourtant ça va continuer comme ça pendant toute la décennie. Bon bah donc rendez-vous, c'est quand la prochaine séance? Le 4 décembre 5 Soleil Vert, Richard Fleischer. Vous avez déjà vu Soleil Vert? Non? Bah là, il faut venir. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Hein, passez une bonne nuit. Et puis, ben, à la prochaine fois. Au revoir.